80% des cliniques privées en Côte d'Ivoire exercent dans l'illégalité. Ce sont des chiffres rapportés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui, face à cette situation, a entamé en juillet 2022 une opération d'assainissement du secteur, opération appelée Opération Zéro Clinique Illégale d'ici à 2025. Comment se porte cette opération? Qu'a-t-elle changé à ce jour dans le fonctionnement du système sanitaire en Côte d'Ivoire? Comment peut-on expliquer cette prolifération des cliniques privées illégales en Côte d'Ivoire? Que risquent les populations? Autant de questions que nous allons tenter d'éclairer avec notre invitée, Dr Marie-Joseph Biti, directrice des établissements privés et des professions sanitaires. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir dans vos bureaux ici dans la commune du Plateau. C'est moi qui vous remercie et j'en suis honoré. Nous aussi, nous sommes très heureux, très honorés. Je l'ai dit, nous sommes là pour parler avec vous de l'opération Zéro Clinique Illégale d'ici à 2025. Ça a démarré effectivement en juillet 2022. À ce jour, dites-nous, où en êtes-vous avec cette opération? En effet, l'opération a démarré depuis juillet 2022. Suite à l'arrêté que M. le ministre de la Santé, Pierre Demba, a bien voulu délivrer pour faire publier les conditions d'ouverture et d'exploitation des établissements sanitaires privés en Côte d'Ivoire. Donc, suite à cet arrêté, il y a la communication qui a démarré et il y a aussi les différentes opérations, différentes interventions qui ont démarré à ce moment-là. En juillet, donc, faisant suite à l'opération Zéro Clinique Illégale. Alors, quand vous dites différentes interventions, qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement? Si on vous disait de nous dire déjà les actions qui ont été menées dans ce sens depuis juillet. Alors, depuis juillet, il y a donc la campagne de régularisation administrative des établissements sanitaires privés qui a démarré. Nous sommes pratiquement à mi-parcours. Et cette campagne va aller jusqu'au 9 décembre. Jusqu'au 9 décembre, M. le ministre donne l'opportunité aux établissements sanitaires privés qui n'ont pas de papier, en guillemets, de se régulariser. Voilà. Et vous avez dit précédemment qu'il y a beaucoup d'établissements illégaux. Vous avez donné le chiffre de 80%. En effet, c'est une enquête que le ministère a menée pour pouvoir voir un peu l'état des lieux du secteur privé en Côte d'Ivoire. Nous avons publié cette enquête justement pour pouvoir remédier et pour pouvoir nous appuyer sur ces données-là pour lancer des opérations qui sont en cours actuellement. Nous pensons qu'il faut, c'est vrai, le chiffre est réel, mais il faut nuancer. Il y a ce qu'on appelle les clandestins, ceux qui n'ont pas de documents chez nous, au ministère, et qui exercent vraiment dans l'illégalité totale, ce sont les clandestins. Mais au-delà des clandestins, des établissements sanitaires qui avaient des autorisations qui sont caduques. Il y en a qui ont des dossiers à la DEPS et qui n'ont pas achevé le processus. Donc tous ces éléments-là, toutes ces interventions, tous ces établissements du moins, sont dans l'illégalité. C'est pour ça que nous avons aussi le chiffre de 81% d'illégaux. D'accord, donc le chiffre 80%, on aura l'occasion de... C'est à peu près la même chose, hein, 80, 81, oui. De toute façon, c'est pas bon. On aura l'occasion d'en parler un peu plus loin dans cet entretien. Si je vous comprends bien, si on vous comprend bien, il ne s'agit pas actuellement de fermer les cliniques privées illégales. C'est une phase de régularisation, c'est bien cela? C'est ça. Comme vous avez dit, l'opération comprend différentes phases. Il y a donc la communication, il y a la régularisation administrative des établissements sanitaires privés, qui sera suivie d'un contrôle intensif des établissements sanitaires, puisqu'on aura donné l'opportunité aux établissements de régulariser leur situation. Donc celui qui ne vient pas, c'est qu'il ne veut pas que ce soit régularisé, il veut rester dans la clandestinité. Et comme au niveau du ministère, nous voulons déjà la régularité administrative, ça c'est sûr, mais nous voulons la qualité des établissements. Et nous voulons aussi, bien sûr, la proximité de ces établissements. Mais il faut que ces établissements soient bien, puisque nous ne pouvons pas, pour des raisons de sécurité sanitaire,
soumettre nos populations à des établissements qui ne sont pas bien. Alors, ces cliniques ont jusqu'au 9 décembre 2022 pour être en règle. Passé ce délai, les cliniques qui ne vont pas respecter les normes seront exposées à quoi comme sanction concrètement, au-delà de la fermeture? Ces cliniques seront exposées à un arrêt d'activité et à une fermeture. Ça, c'est une grande sanction parce que vous savez que les cliniques, bon, ils vivent. Les promoteurs, propriétaires, tout le monde vit autour de ça et le fait de fermer, déjà, ça leur porte préjudice. Mais le préjudice qui porte à la population est plus important. Donc, lequel? Les établissements qui sont dans l'illégalité, qui prodiguent des soins qui ne sont pas de qualité, qui ont un personnel qui n'est pas adéquat, qui est situé dans un établissement qui ne respecte pas les normes d'hygiène. Ça, c'est un préjudice posé à la population. Alors, vous avez démarré cette opération en juillet 2022. Comment est-ce que les promoteurs, les responsables de cliniques privées réagissent? Est-ce qu'il y a, on sent un engouement, un intérêt de ces personnes-là à se mettre en conformité avec la loi? Il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour ces personnes-là à se mettre en conformité avec la loi parce que il y a beaucoup de raisons qui les contraignent à être en règle. D'abord, la question d'assurance. Déjà, c'est une contrainte pour eux. Ils ont intérêt à être en règle, à exister. Et même avec la couverture maladie universelle qui doit s'étendre, là aussi, au secteur privé, il est bon aussi qu'ils soient en règle, qu'ils aient, comment on dit ça, une immatriculation, qu'ils aient une immatriculation. Il est bon qu'ils aient une immatriculation qui permettrait donc de contractualiser dans le cadre de la CEMU. Mais au-delà de la CEMU, nous avons les assurances que nous connaissons sur la place qui contractualisent aussi avec les établissements sanitaires privés. Donc, il leur faut les papiers. Ils ont intérêt, mais est-ce qu'ils se manifestent? Ils se manifestent. Vous avez à ce jour reçu combien de promoteurs? À ce jour, on a reçu environ 250-300 promoteurs qui sont venus pour régulariser leur situation administrative. Près de 300 promoteurs? Oui, à peu près, depuis le mois de juillet. Et ça continue. Alors, l'opportunité qu'on a donnée, je voudrais bien en parler, l'opportunité qu'on a donnée aux promoteurs, c'est justement de faire un enregistrement à 2 niveaux. Enregistrement physique. Monsieur le ministre a inauguré le 5 octobre dernier le guichet des agréments des entreprises sanitaires qui permet donc l'instruction, l'enregistrement des dossiers pour les autorisations d'ouverture et d'exploitation d'établissements sanitaires privés. C'est un acte nouveau, c'est novateur, ce guichet qui est genre guichet unique, mais guichet des agréments. Donc, ils ont accès à ce guichet-là pour pouvoir renseigner, constituer leur dossier. En plus, monsieur le ministre a lancé aussi un site web interactif qui s'appelle donc le site web IDEPS pour que l'enregistrement aussi puisse se faire en ligne. Mais nous avons donné aussi l'opportunité aux promoteurs de faire en sorte qu'au-delà de l'aspect digital et de l'aspect manuel à l'ADEPS, à la direction des établissements privés, ils puissent aussi le faire dans nos directions régionales et dans nos directions départementales. Madame la directrice, dites-nous, à ce jour, la Côte d'Ivoire compte combien de cliniques privées? Alors, le nombre de cliniques privées en Côte d'Ivoire, bon, je vais nuancer un peu la question. Parce que nous avons les clandestins qui ne sont pas vraiment répertoriés, qui ne sont pas encore tout à fait cartographiés. Donc, il y a un projet dans ce sens. Pour non seulement qu'ils se révèlent, ils sont appelés à venir, dans le cadre de cette opération, à venir se faire identifier, à se faire recenser. Voilà. Donc, ils seront cartographiés aussi. Mais d'un autre côté, en dehors de ces clandestins qui sont constitués la plupart du temps de petits établissements que nous trouvons dans nos régions et qui sont proches des communautés. Voilà, il s'agit généralement de petits établissements. Donc, du point de vue des cliniques, en gros, je peux dire habituelles, on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a environ 5000 cliniques. Environ 5000 cliniques. 5000. Y compris les établissements d'entreprise. Voilà. Établissements d'entreprise, y compris donc les établissements paramédicaux
que sont par exemple les établissements de soins infirmiers, les maternités privées, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les prothésistes de laboratoire, les prothésistes orthoprothésistes, podo-orthésistes. Nous avons donc listé 80 niveaux d'intervention, c'est-à-dire 80 types d'établissements au sein donc, du ministère de la Santé. D'accord. Madame la directrice, si après le 9 décembre, il y a des cliniques qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi, ces cliniques seront fermées. Alors, quel est le mécanisme que vous prévoyez pour éviter une réouverture de ces cliniques? Alors, c'est très important ce mécanisme-là, parce qu'on va intervenir sur le terrain pour fermer, pour contrôler, et à la suite du contrôle, il y aurait, dans certains cas, fermeture. Donc, le suivi de ces fermetures est assuré par nos directions départementales et nos directions régionales, et ça remonte même jusqu'au préfet qui donc nous accompagne dans cette action de contrôle et de fermeture. Donc, il y a un suivi qui est planifié pour que ces établissements-là n'ouvrent plus. Voilà. Maintenant, comme de toutes les façons, nous voulons des établissements de qualité et nous avons, monsieur le ministre a la volonté d'accompagner l'établissement vers la qualité, si ces établissements-là, après fermeture, reviennent pour postuler pour une ouverture, mais à condition qu'ils remplissent les conditions, à ce moment-là, nous allons l'examiner, nous allons demander de reconstituer un dossier, nous allons faire les visites qu'il faut, notamment les visites de conformité, qui nous permettent de nous assurer de la conformité de l'établissement avec sa demande. Donc, nous allons instruire le dossier et faire en sorte que cet établissement, s'il remplit les conditions de qualité, puisse vraiment ouvrir et être à la disposition des populations. D'accord, on va parler du chiffre des 80 ou 81% de cliniques illégales qui existent en Côte d'Ivoire. À une émission à laquelle vous avez participé, vous avez dit que cela est dû à un désordre qui s'est installé. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que cela ne met pas en évidence des insuffisances de la part du ministère dans sa mission de contrôle, de régulation de ce secteur? Bon, effectivement, il y a eu une période, j'allais dire, où il y avait un peu de désordre dans le pays, pas seulement au niveau de la santé. Donc, à ce niveau-là, les structures, je peux dire, illégales ont prospéré. Et donc, elles ont prospéré de manière, je peux dire, anarchique. Bon, le ministère de la Santé a mené des contrôles et a continué à mener des contrôles. Parce que nous sommes dans un processus. Vous avez pu le voir dans certaines... Ces contrôles n'ont pas empêché d'arriver à une prolifération de ces cliniques privées. Est-ce que ça ne met pas en évidence des insuffisances dans le mécanisme de contrôle, de régulation de ce secteur? Bon, disons qu'il faut améliorer ce mécanisme de contrôle, de surveillance et de suivi. Il faut absolument améliorer ce contrôle. C'est pour ça que nous vous parlons d'un contrôle terrain, d'un contrôle de proximité, à travers nos structures déconcentrées, que sont les directions régionales et les directions départementales, avec l'appui de nos préfets dans les régions. Donc c'est quelque chose qu'il faut, que nous avons donc revu pour intensifier les contrôles et faire en sorte que, au-delà du contrôle lui-même qui est effectué, le suivi et la surveillance même soient effectives. Voilà. D'accord. Madame la directrice, est-ce qu'on peut, au regard de ces chiffres-là, on peut dire que le système sanitaire en Côte d'Ivoire se porte bien? Est-ce que ces chiffres-là ne sont pas indicateurs de la mauvaise santé du système sanitaire en Côte d'Ivoire, quand on sait que ce secteur-là fournit 40% des soins aux populations? Alors, dans votre question, il y a deux nuances. La première, ce sont les 40%. Les 40%, effectivement, le secteur privé couvre l'offre de soins d'environ 40% au niveau national. Bon, à Abidjan, on estime que c'est à 60%. Et dans ces 40% de couverture, il y a de tous les niveaux. Je vous ai dit que nous avons
plus de 80 types d'établissements sanitaires de tous les niveaux. Il y en a des bons, il y en a même des très bons, et il y en a des moins bons. Donc, ça couvre le système. En tous les cas, la population cherche à fréquenter et fréquente même ces populations. Je suis sûr, et fréquente ces établissements. Je suis sûr que vous, si vous avez un bobo, tout de suite, c'est à la clinique que vous allez penser. Tout de suite. Je suis certaine. Donc, je veux dire qu'il y a une offre de soins qui n'est pas négligeable, qui est faite au niveau du secteur privé. Ça, c'est par rapport aux 40%. Maintenant, vous avez parlé aussi de l'illégalité. On a 80% de cliniques illégales. 40%. Oui, quand on regarde ces chiffres-là... Est-ce que ce n'est pas mauvais pour le système? Oui, est-ce que le système sanitaire en Côte d'Ivoire n'est pas malade? Je ne peux pas dire que le système sanitaire est malade. Je ne peux pas dire que le système... défaillant. Je vais nuancer un peu. Parce que dans le système sanitaire a deux pieds. Le secteur public et le secteur privé. Il y a deux pieds dans notre système sanitaire. Concernant le secteur public, vous avez pu constater que le ministre Pierre Demba procède à des reconstructions, à des réhabilitations, à des équipements d'établissements sanitaires publics pour faire en sorte que la qualité soit de mise et la disponibilité soit de mise aussi, ainsi que la proximité. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a la réforme hospitalière qui est aussi en cours. Ça, c'est le secteur public. Du côté du secteur public. Le secteur privé. Du côté du secteur privé que nous avons à charge, il y a tout un tas de processus. Nous sommes sur la réforme du secteur privé qui va donc permettre à ce secteur privé de prendre vraiment sa place. Les 80% ou 81% sont le signe qu'il y a un besoin d'assainissement. Qu'il y a un besoin d'assainissement du contrôle. Est-ce que c'est un signe du mauvais fonctionnement du système? Non. On dira que dans l'ensemble, le système sanitaire ivoirien est mal en point. Non, je ne dirais pas ça. Il n'est pas mal en point, mais il est perfectible. Il n'est pas mal en point. Il est perfectible. Vous voyez, actuellement, les actions qui sont menées, il est perfectible. On a 80% de cliniques illégales en Côte d'Ivoire. Oui. Et les cliniques privées, vous l'avez signifié, fournissent 40% des soins aux populations. C'est quand même assez. 40%, c'est près de la moitié. Et pourtant, il y a 80% des cliniques privées qui sont illégales. C'est inquiétant. À la limite, je dirais qu'il n'est pas suffisamment satisfaisant au regard des ambitions de notre pays en matière de santé. Quand je dis qu'il n'est pas satisfaisant au regard des ambitions, la Côte d'Ivoire souhaite, et déjà nous sommes sur le chemin, devenir un hub sanitaire au niveau sous-régional et au niveau régional, de sorte que nous puissions réduire les évacuations sanitaires, que la sous-région puisse venir chez nous avec des établissements de pointe, aussi bien publics que privés, pour pouvoir avoir les soins qu'il faut. Donc, je peux dire que nous ne sommes pas satisfaits du système. C'est pour ça que nous menons toutes ces opérations, mais nous ne sommes pas satisfaits au regard des ambitions de la Côte d'Ivoire, qui souhaite donc un bon développement. Et je peux dire même, à l'image de Monsieur le Président de la République, nous souhaitons une Côte d'Ivoire solidaire en santé. Alors, un système sanitaire pas satisfaisant, est-ce un échec? Vous voulez me faire dire coûte que c'est un échec. Est-ce que, de votre point de vue, quand on regarde notre système sanitaire en Côte d'Ivoire, comparativement à d'autres systèmes, est-ce que vous estimez que la Côte d'Ivoire a échoué? C'est une question qu'on pose. Non, moi je dis non. On ne va pas comparer la Côte d'Ivoire aux autres pays. Chaque pays a ses réalités. Oui. Voilà, on parle de la Côte d'Ivoire. On n'a pas échoué. On n'a pas échoué. Nous sommes sur le... On ne peut pas évaluer actuellement le système pour dire que le système a échoué. Nous sommes en train de mener des réformes. Si nous menons des réformes, c'est parce que le diagnostic est tel qu'il faut mener ces réformes. Mais avons-nous échoué? Est-ce que la population ne se soigne pas? Est-ce que la population n'est pas bénéficiaire de soins
de qualité en moyenne. Mais nous voulons améliorer les choses. Nous voulons améliorer les choses en matière d'infrastructure, en matière d'équipement, en matière de disponibilité d'établissements de qualité. Voilà, que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé. Et ça, Monsieur le ministre Pierre Dimba s'y attache. Je peux dire que pratiquement en année post-électorale, je peux dire ça comme ça, on a évalué le système et on a vu ses lacunes. Donc il fallait faire en sorte que des opérations soient menées basées sur des chiffres factuels pour pouvoir donc intervenir sur le secteur aussi bien public que privé. Maintenant, depuis, je peux dire ça, depuis 2016-17, je peux dire ça comme ça, 16-17, les chiffres de 2018 n'étaient même pas encore sortis. Il y a des actions qui ont été entreprises. Vous avez pu voir sur... Depuis l'indépendance, 2016-2017, quand on engage à une telle opération, pendant tout ce temps, ces cliniques ont été accusées de dégâts médicaux, allant même à la perte, sinon à des pertes en vie humaine. Est-ce que, quelque part, vous ne vous sentez pas coupable de problèmes de santé qu'ont connus les Ivoiriens et que ces Ivoiriens continuent de vivre? Coupable, non. Responsable, oui. C'est quoi la différence entre coupable et responsable? Responsable, c'est-à-dire que ça relève du ministère en charge de la Santé. Coupable, il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu pour nous amener. Il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu et qui nous ont amenés à la situation actuelle. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il fallait réguler le système et il fallait lancer des opérations d'envergure au niveau national. Alors, cette opération, ce n'est pas la première du genre. Je l'ai dit un peu à l'entame de cette émission. En janvier 2019, avec le ministre Aka Awele, il y a une campagne de fermeture et de suspension des cliniques privées illégales qui avait été lancée. À cette époque, on parlait de 70% de cliniques privées illégales en Côte d'Ivoire. En 2022, malgré cette campagne, nous sommes arrivé à 80%, soit 10% de hausse. Est-ce que ce n'est pas déjà une opération vouée à l'échec? Je ne suis pas pessimiste. Les chiffres que vous avez donnés sont des chiffres de, je ne sais pas, je crois que vous avez dit 2019. En 2019, on parlait de 70%. L'enquête qui a été menée... Et là, nous sommes montés à 80%. Non, l'enquête qui a été menée en 2018. Si vous avez les références, l'enquête a été menée par l'Inspection générale de la santé en 2018 et a donné les 80-81%. Voilà, avec un découpage suivant les régions. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que depuis ces moments-là, des opérations, je peux dire comme ça, des interventions ont été menées et nous sommes dans la continuité de ces interventions, sauf qu'elles vont s'intensifier et elles vont se faire aussi dans le cadre d'une opération qui est menée d'ici 2025. Notre objectif est que d'ici 2025, il n'y ait plus d'établissements illégaux en Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose qui s'étale, je peux dire, sur le temps, avec des mesures, je peux dire, fortes, qui nous permettraient d'arriver à ce résultat-là. Jusqu'en 2025, les Ivoiriens devront attendre pour qu'on finisse avec ce problème de clinique illégale. Pourquoi jusqu'à 2025 encore attendre 3 ans? Pourquoi? Vous manquez de moyens pour arriver à éradiquer ce phénomène-là dans si peu de temps? Je ne peux pas vous dire qu'en 2 mois, d'ici le 9 décembre, par exemple, nous connaîtrions toutes les cliniques illégales. Je ne peux pas vous dire ça. Mais quand on a donné le chiffre 2025, le ministère a donné le chiffre 2025, pour faire en sorte que non seulement la réforme du secteur privé puisse s'appliquer, que l'opération de régularisation administrative, cette opportunité-là aussi puisse être menée, que le suivi et la surveillance, surtout, nous donnent des résultats intéressants, notamment le 0 clinique illégale. C'est surtout à cause du suivi et du maintien
de cette surveillance que l'échéance de 2025 a été donnée. Je ne peux pas dire que les Ivoiriens vont attendre 2025 pour en finir. Déjà, il y a ce qu'on peut croire à travers 2025. Mais je vous explique qu'il y a la question de surveillance et de suivi qui entre en jeu dans cette opération. C'est difficile pour vous de surveiller? Je crois que je vous ai décrit le processus de surveillance et de contrôle. Ce n'est pas facile hein, au niveau du terrain. Ce n'est pas facile. Et là, nous envisageons donc de faire participer aussi la population à ces opérations de contrôle par le fait que nous allons mettre en place des outils de visibilité de l'établissement et de reconnaissance de la légalité de l'établissement. Quels sont ces outils? Il s'agit donc de plaques d'immatriculation que chaque établissement devra apposer à l'entrée de son établissement. Il s'agit aussi d'enseignes réglementées qui sera donc fonction du niveau d'intervention de l'établissement. Donc ces éléments de visibilité, nous allons les publier de sorte que la population n'accède à des établissements qui remplissent ces conditions-là. Un établissement qui n'aura pas d'enseigne, qui n'aura pas de plaque, ça veut dire déjà qu'il est illégal. Donc, de ce côté-là, la population pourra nous aider à faire en sorte que nous puissions bien réguler cette question. Alors, Madame la directrice, vous êtes d'accord que si ces cliniques illégales ferment, il y a des gens qui iront au chômage. Qu'est-ce que vous ferez pour ces personnes? Est-ce qu'elles vont bénéficier d'un appui et d'une aide de votre part pour être réinsérées? Si ces cliniques ferment, comme a dit notre hiérarchie, si nous démantelons les réseaux de cliniques illégales, c'est sûr qu'il y aura des chômeurs. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Entre la vie des populations, la qualité des prestations, ou bien celui qui est au chômage et qui pourrait se reconvertir? Parce que pourquoi il est au chômage? Nous avons besoin de ressources humaines actuellement. Nous avons besoin d'établissements de qualité. S'il est au chômage, c'est qu'il ne remplit pas les conditions d'exercice dans un établissement tel que nous le souhaitons. Il n'y a pas de possibilité aussi pour être réinséré quelque part? Notre problème, ce n'est pas sa réinsertion. Ah oui, ça je vous dis, ce n'est pas sa réinsertion. À la limite, notre souci, c'est de faire en sorte que nous puissions l'accompagner vers des établissements de qualité, voilà, et des prestations de qualité. Je vous ai dit précédemment que on serait amené donc à accompagner certains établissements qui auraient été fermés pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le cahier des charges et dans l'organisation ainsi que dans la qualité que le ministère de la Santé souhaite. Donc nous accompagnons celui qui ne veut pas. Mais c'est qu'il ne veut pas. C'est qu'il pense que la santé des Ivoiriens n'a pas de valeur devant lui. Puisque déjà, ce n'est pas un professionnel. En tout cas, il n'a pas la compétence. Son établissement ne doit pas accueillir dignement la population. Et il voudrait maintenir et vous proposer que nous Je ne propose pas. On vous demande tout simplement si vous avez des alternatives pour ces personnes-là. On ne propose pas. On n'a pas d'alternative pour ces personnes-là, si ce n'est l'accompagnement pour avoir des établissements corrects. Si ce n'est l'accompagnement aussi pour aller suivre une formation qui le mettra à niveau, par exemple. C'est bien compris. On sait que ces cliniques privées sont regroupées au sein d'une organisation qu'on appelle Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, en abrégé ACPCI. Est-ce qu'elle est impliquée dans la mise en œuvre de cette opération? Alors, l'ACPCI, c'est-à-dire l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, est une organisation, c'est une association qui est impliquée. Tous les acteurs du secteur privé sont impliqués dans cette opération. Tous les acteurs du secteur privé sont impliqués dans la définition de la réforme du secteur privé. Nous avons eu à élaborer un document de politique pour le développement et l'intégration du secteur privé. Nous avons eu à élaborer un document de stratégie pour le développement et l'intégration du secteur privé. Nous avons fait différents textes réglementaires en lien avec le secteur privé et nous avons eu la chance que ces activités soient vraiment participatives et inclusives. Et donc, l'ACPCI,
l'association des cliniques privées, y a participé, ainsi que le syndicat des médecins privés, ainsi que le syndicat des dentistes privés, ainsi que l'association des kinésithérapeutes, l'association des opticiens. Enfin, toutes ces structures-là ont participé aux différents projets que nous avons développés. D'accord. Si je dis docteur Joseph Boguifo, vous dites? Alors, docteur Joseph Boguifo, je dis c'est un médecin. Il est président de l'ACPCI, Association des cliniques privées, mais il est aussi président de la plateforme du secteur privé de la santé. Alors pour lui, la prolifération des cliniques privées illégales en Côte d'Ivoire est due au fait que le ministère de la Santé n'a pas suffisamment, sinon le budget qui est alloué au ministère de la Santé n'est pas assez suffisant pour lui permettre de mener à bien sa mission. Qu'en dites-vous? Quand on rapporte tout au budget, c'est pas intéressant. Je peux dire ça comme ça. Quand on rapporte tout à des questions de budget, c'est vrai qu'on a besoin de financement pour faire les missions, pour faire les contrôles, pour faire les ateliers, les tri. Bon, nous avons eu la chance de bénéficier de financement, je peux dire étatique, à travers certaines structures, à travers certains partenaires, que je ne voudrais pas citer ici. Mais nous avons eu cette chance-là pour mener cette opération d'envergure qui est en cours actuellement. Je vous ai parlé de la réforme du secteur privé. Nous sommes en cours, cette réforme. Donc, parler des moyens financiers, je trouve que, bon, ce n'est pas suffisant. Si je prends l'exemple des pharmaciens, par exemple, la pharmacie est bien régulée. Au sein de l'ADEPS, de la direction des établissements privés, nous régulons tous les établissements et toutes les professions, hormis les pharmaciens. Les pharmaciens ont leur régulateur, ont leur direction qui est en rapport. Mais quand j'examine le mode de fonctionnement des pharmaciens, aussi bien à travers leur ordre qu'à travers leur union des pharmaciens, ils ont un bon fonctionnement. Alors, vous êtes en train de nous dire que les cliniques privées sont mal organisées. Écoutez, il y a des tâches qui doivent revenir à l'ordre. Comme je dis, quand je regarde l'ordre des pharmaciens, mais ils gèrent, ils régulent leur profession en matière d'exercice. Ce qui n'est pas le cas pour les cliniques privées. Disons que pour le domaine médical, puisqu'il s'agit ici d'ordre, c'est moins bien régulé. Pour les cliniques privées? Les cliniques privées sont un lieu d'activité médicale. Mais vous donnez raison au docteur Boguifolo quand il dit que vous n'avez pas assez de moyens pour mener vos actions. C'est quand même vrai. Quand on regarde le budget qui a été alloué au ministère de la Santé pour 2022, 440 milliards de francs CFA, qui fait à peine 5% du budget total de l'État ivoirien, chiffré à 9 901 milliards de francs CFA, alors que la déclaration d'Abuja 2001 recommande aux États africains d'engager 15% de leur budget à la santé. Nous y travaillons. Le ministère y travaille chaque année. Il a augmenté. Nous sommes partis de 3,4 en 2000, je peux dire en 2000, oui, en 2014, nous sommes partis de 3,4%. On est encore loin de 15%. D'après la déclaration d'Abidjan, nous sommes partis de là et nous augmentons, nous sommes loin, c'est vrai. Il faut aller vers l'idéal qui est les 14%, mais je pense que le ministère et le gouvernement y travaillent. Cela veut clairement dire que les moyens ne sont pas suffisants. Est-ce que ce n'est pas ce qui cause problème? Ce n'est pas ça le véritable problème à votre niveau? Je ne peux pas dire que ce sont uniquement les moyens. Les moyens nous aideraient beaucoup, nous appuieraient beaucoup. Mais il y a aussi l'orientation à donner aux actions. C'est pour ça que nous avons fait le document de politique et de stratégie pour aller vraiment dans le sens de ce que souhaite la population dans ce domaine. Alors, Madame la directrice, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette opération
opération zéro clinique illégale d'ici à 2025? De cette opération, je voudrais qu'on retienne que le ministère est vraiment engagé dans l'assainissement des établissements sanitaires privés en Côte d'Ivoire. Il est engagé et donc cette opération-là est à leur disposition, je peux dire ça comme ça. Et elle débute par l'opération de régularisation administrative. Parce qu'on va assainir, on assainit, on a commencé ce processus, mais il faut donner aux promoteurs, propriétaires, l'opportunité de régulariser leur situation du point de vue administratif, du point de vue légal, pour pouvoir fonctionner en toute tranquillité et en dehors de tout contrôle qui pourrait nuire à leurs prestations. Donc l'appel que je pourrais lancer, si vous permettez, aux promoteurs propriétaires, c'est de faire en sorte qu'ils régularisent leur situation, la situation de leurs établissements, suivant les normes qui ont été données par M. le ministre, suivant la procédure qui a été donnée par M. le ministre, à travers donc l'arrêté délivré en 2022. Nous les invitons à venir régulariser, de sorte qu'ils soient vraiment à l'aise pour travailler. Voilà. Donc c'est un appel que je lance en disant que nous leur donnons jusqu'au 9 décembre, pour venir régulariser leur situation. En tous les cas, nos portes sont ouvertes pour ça. Et nos directeurs régionaux, nos directeurs départementaux sont aussi prêts à appuyer. Nous avons aussi le site web, la plateforme interactive, qui est aussi un élément à partir duquel ils peuvent s'inscrire. D'accord, merci beaucoup. On espère que votre appel a été entendu par le promoteur, le propriétaire de cliniques privées en Côte d'Ivoire. On vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans cette opération. On espère qu'on va arriver à des résultats satisfaisants d'ici 2025. Merci beaucoup. Moi, j'en suis convaincu que nous allons y arriver, mais avec votre aide. Parce qu'il faut éclairer la population sur les différents processus. C'est pourquoi on vous a donné l'opportunité de parler. Bien sûr. Donc je voudrais vous remercier donc, de cette opportunité-là que vous nous donnez, de nous adresser à la population, de leur expliquer ce qui se passe en leur faveur, pour que donc ils puissent avoir une santé, une bonne santé, et qu'ils puissent avoir la vie. Le ministère de la Santé s'en occupe. Et je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous faites au ministère d'intervenir ici sur vos antennes. Merci beaucoup, Madame la directrice des établissements privés et des professions sanitaires, Dr Marie-Joseph Biti. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne santé à toutes et à tous et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.